C'est parfait, vraiment. Je t'aime, Gabimaru. Arrête. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire cette fois-ci? Je n'ai jamais dit que je le ferais, tu sais. Je ne peux pas juste faire confiance à une kunoichi. Qui sait, après tout? Je pourrais te trahir. Franchement, je préférerais qu'on ne perde pas plus de temps. Je ne m'attendais pas à ça, vraiment. Attends, pourquoi tu te déshabilles? C'est à toi de jouer, Gabimaru. Ne meurs pas, Gabimaru. Gabimaru, tu es notre homme. Si tu n'y arrives pas, on est foutu. Gabimaru est un nain laid et sans valeur, condamné à être décapité pour avoir tenté de remplacer la faucheuse. Tout cela change quand lui et un grand groupe d'autres condamnés à mort sont forcés de jouer à une forme de jeu de poursuite plutôt méchante. Bientôt, un petit groupe est choisi pour une mission mortelle. Récupérer l'élixir d'immortalité d'une terre mythique, connue pour transformer les humains en pots de fleurs exotiques. Mais avant cela, un samouraï à la coiffure inégalée tente de décapiter le gnome. Tous les seigneurs de la prison s'enthousiasment, mais ça devient étrange quand le coup d'acier de Gabimaru brise l'épée. Puis une sublime Sagiri commence à écrire son histoire, lui donnant presque une crise cardiaque avec son humour macabre. Elle comprend qu'il est un ninja, dit Wagakure, et demande si son entraînement Naruto bas de gamme explique sa résistance à l'acier. Mais il répond que c'est sans doute parce que les talents du samouraï à l'épée sont moins affûtés que sa propre coupe. Le seigneur de la prison le fait alors attacher au bûcher, une pratique courante pour préparer les criminels aux flammes de l'enfer. Par pitié pour le petit psychopathe, les gardes tentent de l'achever avant les flammes. Mais son corps de Wolverine bas de gamme brise leur lance, ne leur laissant d'autre choix que de l'immoler. Étrangement, il devient ignifuge et sourit à travers les flammes, comme dans un sauna brûlant. De retour en cellule, il propose à Sagiri sa saucisse rôtie, mais elle refuse, pas du tout intéressée. Au contraire, elle s'intéresse à son passé tragique. Il lui raconte sans tarder comment ses parents furent tués par le chef de son village, qui le transforma ensuite en machine à tuer. Il ajoute vouloir mourir car son village ninja l'a trahi pour avoir voulu quitter leur vie primitive. Peu après, ils le sortent pour une nouvelle idée. Deux taureaux doivent le briser. Mais il recule, fracasse leur crâne, puis prétend avoir voulu leur succès. Sagiri lui dit d'arrêter ses mensonges et demande pourquoi il a voulu quitter le village. Mais le seigneur de la prison l'interrompt. Ce boucher miniature idiot lui révèle alors que le chef du village l'a marié à sa fille. C'était la plus laide du pays, tentant de le rendre soumis, las de ses manières maternelles, il demanda humblement au chef de reprendre sa prétendue princesse Disney. Le chef accepta, à condition que Gabimaru fasse un ultime travail. Ce fut en fait la mission pour le piéger et l'arrêter. Plus tard, Sagiri se couche, mais un seigneur de la prison la prévient de la nature vide de Gabimaru. Il lui raconte l'absence d'émotion de Gabimaru quand il a fait de 20 hommes un plat façon Jeffrey Dahmer, mais elle, curieuse, demande pourquoi un homme si vide se bat pour sa vie, au lieu d'accepter son destin. Gabimaru, en cellule, réfléchit et réalise qu'il tentait de survivre. Il décide alors d'arrêter d'essayer. Pourtant, après la tentative d'exécution suivante, il sort du bain d'huile brûlante comme d'un séjour en enfer, ce qui terrifie le seigneur de la prison. Mais Sagiri lui ordonne de préparer une nouvelle exécution spéciale. Peu après, Gabimaru, escorté dans un tunnel, demande pourquoi tant d'efforts. Le seigneur de la prison jure avoir enfin trouvé comment l'envoyer au ciel. Il est choqué de voir Sagiri au centre de la pièce. Il demande qui elle est, et le seigneur de la prison révèle qu'elle est une exécutrice du clan Yamada. Dès qu'elle promet d'exaucer son vœu, il anticipe la force de son attaque et comprend qu'elle peut le décapiter. Ses instincts de survie s'activent, il brise ses chaînes et elle fonce pour le coup fatal.
Mais il esquive in extremis, sa tête restant attachée. Elle révèle alors son mensonge sur sa haine pour sa femme. Il a des sentiments pour elle, et c'est pourquoi il refuse de rejoindre ses ancêtres. Il vole une épée et l'attaque, clamant être un alpha qui ne céderait jamais son cœur à une princesse ratée. Tandis que Sagiri part, il se souvient d'une mission où il tenta d'empêcher Yui, sa femme, de s'attacher à lui. Elle l'étreignit, lui racontant l'horrible jour où son père lui brûla le visage, car elle voulait être une rebelle. Avant qu'il ne puisse la repousser, elle l'embrassa, révélant le soumis caché derrière sa façade de dur. Sagiri lui dit d'accepter qu'il veut vivre pour elle, mais il continue de se battre, affirmant qu'il est vain d'y penser, condamné à une vie d'entraînement intensif de bourreau. Avant qu'il ne frappe, elle sort un pardon du shogun, immunité pour ses crimes et retrouvailles avec Yui. Seule condition, visiter Shinsenkyo, une terre mythique récemment découverte, censée détenir l'élixir d'immortalité. Elle explique que le shogun y envoya une équipe chercher l'élixir. Mais au retour des bateaux, il ne restait que des restes d'aventuriers fusionnés avec la nature. Le shogun rassembla ses sujets, décrétant que les criminels les plus forts et craints seraient réunis pour une nouvelle expédition contre leur liberté. Sagiri évoque aussi des rumeurs sur Yui, qui attendrait Gabimaru, et demande s'il est prêt à tout risquer pour elle. Mais le seigneur de la prison a d'autres plans et ordonne aux gardes de les abattre. Après une larme d'espoir, Gabimaru active un ninjutsu ardent, empilant les gardes comme des Legos, tandis qu'elle paralyse le seigneur de peur. Gabimaru se dit prêt pour Shinsenkyo, mais Sagiri l'informe qu'ils doivent d'abord aller à Edo rencontrer le shogun. En route pour présenter Gabimaru au shogun, Sagiri se remémore le passé. Il y a des années, un bavard sans valeur fut amené pour exécution, autorisé à parler une dernière fois. La machine à tuer aux cheveux gris qui l'envoya dans l'au-delà d'un coup était Kichiji, le père de Sagiri. Sa grandeur inspira Sagiri à suivre ses traces au sein du clan Yamada. Après sa première exécution, les nobles louèrent son talent. Elle tenta de rester stoïque, mais le fantôme de l'homme la saisit, et elle faillit perdre le contrôle. Aizen, un bourreau chevronné, lui conseilla de couper des légumes, mais elle jura de devenir la première bouchère féministe. Sa deuxième exécution fut un peu meilleure, mais cette fois, l'âme du criminel entra dans l'épée, la torturant, lui montrant l'enfer qui attend une beauté préférant décapiter plutôt que d'être femme de Gigashad. Sa quête pour surpasser son père l'a mené à Gabimaru, présenté à Narayoshi, le shogun gras et d'apparence douce, avec d'autres criminels. Les minutes s'écoulent, les criminels s'impatientent des masques. Sagiri lit leurs crimes pour se rassurer sur sa carrière, tandis qu'ils réclament leurs droits, jusqu'à ce qu'un noble explique les risques de l'élixir. Pendant ce briefing, une assassin, Uzuria, demande à Gabimaru s'il veut participer à son plan sur l'île. Il l'ignore. L'entendre parler de lui comme d'un type lambda intrigue Sagiri. Elle sort sa lame pour sonder son âme et y voit un démon pire que Musen de Demon Slayer, déchaîné. Quand les criminels s'agitent, les nobles leur ordonnent d'ôter leurs masques pour voir un sergent transformé en pot de fleurs vivant après la dernière expédition à Shinsenkyo. Pourtant, un simple regard sur son visage suffit à les faire reculer de peur. Un noble se lamente de leur chance de devenir des jardins mutés, alors Nurugai, un enfant criminel, demande s'ils seront libres s'il n'y a pas d'élixir. Les nobles, affirmant que des racailles n'ont pas à être exigeantes, disent qu'ils peuvent partir s'ils ne sont plus intéressés. Alors une version déjantée de The Rock se lève pour partir, mais Izin le déconnecte définitivement du groupe avant qu'il ne fasse un pas.
Un noble explique qu'ils ont tous des surveillants du clan Yamada et signale à l'exécuteur de rappeler aux criminels que toute bravade mènera à leur perte. Après avoir dit aux criminels décérébrés qu'ils ne peuvent revenir sans leurs surveillants, Narayoshi lui chuchote. Le noble révèle alors qu'il manque de bateaux, Narayoshi ayant gaspillé le budget en malbouffe. Avant qu'ils ne comprennent, Xiaobei, un criminel laid et balafré, étrangle son voisin, expliquant qu'ils doivent éclaircir le troupeau en s'entretuant. Il lance les hostilités en écrasant un criminel avec une pierre. Tous suivent, sauf Gabimaru, qui reste assis, tel un Sigma-Chad. Voyant cela, le cerveau gras de Narayoshi s'excite de la violence. Il demande à un noble de décrire le plus fort des criminels. Pendant que celui-ci lit ce qui rend ses condamnés si spéciaux, Gabimaru médite, indifférent. Aizen en profite pour dire à Sajiri que la vraie raison de sa carrière de bourreau est ses problèmes paternels et qu'elle ne voit pas sa faiblesse de niveau Sakura. Elle lui narre son enfance triste et tragique, harcelée car fille d'un décapiteur. Sachant qu'une vie normale était impossible, elle trouva une épée qui lui révéla les démons de la mort liés à son âme, découvrant ainsi son vrai but. Pendant qu'elle parle à Aizen, le criminel le plus laid et son ami répugnant concoctent un plan d'évasion visant Sajiri. Quand il charge, elle les voit et dit à Aizen de reculer pour qu'elle s'en occupe, comme avec ses anciens harceleurs. Dès qu'il s'approche, elle abat sa lame, les envoyant dans l'au-delà. Mais les démons tirent son âme. Leurs voix s'éteignent quand elle entend Gabimaru dire à Narayoshi que forcer les criminels à s'entretuer est mal, car tous n'ont pas agi par plaisir. Le noble en chef lui ordonne de se taire, mais il continue. Alors, ils offrent la liberté aux autres criminels s'ils l'éliminent. Quel idiot! Quel raté! L'un d'eux, avec un QI de 5, ramasse une pierre pour lui briser le crâne. Mais Gabimaru esquive, tentant de le raisonner. Le voyou refuse. Gabimaru s'approche, se plaignant d'être toujours forcé de révéler sa vraie nature. Quand il est prêt, l'idiot le fixe. Soudain, Gabimaru lui arrache le cou et déchire les autres, tel un animal possédé par la faucheuse. Après avoir détruit la tente et éliminé d'autres, il plonge ses mains dans la poitrine du dernier criminel, lui arrachant ses entrailles sous le regard horrifié de Narayoshi. Sajiri se demande comment il détruit si facilement. Elle sort son épée et voit qu'il lutte constamment contre les âmes qu'il a prises. La prétendue bourreau pense qu'ils sont des âmes sœurs de la mort et pleure. Mais Aizen lui dit qu'elle n'a même pas la moitié de la force de Gabimaru. Alors, le noble en chef arrête le combat et assigne chacun à son bourreau avant qu'ils ne partent chercher l'élixir à Shinsenkyo. Durant le voyage vers Shinsenkyo, Gabimaru se souvient qu'il y a des années, Osa, le chef de village hideux, fit en sorte que ses sujets tentent de lui vider les entrailles en lui enfonçant toutes leurs armes. Il encaissa tout, tel un alpha, souriant comme un vieux Deadpool sous le regard d'un jeune Gabimaru. Peu après, ils atteignent Shinsenkyo. Il assure alors à Sajiri que l'élixir d'immortalité existe, avant qu'ils n'entament leur exploration de l'île. En s'enfonçant, Sajiri s'émerveille des fleurs, mais Gabimaru lui dit d'arrêter d'être si naïve, expliquant qu'une telle profusion florale n'est pas scientifiquement possible. Il lui rappelle le sort des autres humains et coupe la corde de ses mains pour se libérer, mais elle lui ordonne aussitôt de les attacher de nouveau. Il demande pourquoi ils n'ont que 3 jours de vivre et un dessein idiot. Elle, posant son épée sur son cou, menace de mettre fin à sa triste vie s'il désobéit. Il s'excuse de son manque de jugeote, elle lui attache les mains, juste avant qu'un géant hideux, Kaon, ne lui fende soudainement le crâne vide. Gabimaru se relève, remet son cou en place
tandis que Sajiri lui explique brièvement l'amour psychotique de Kaon pour les armes. Fatigué de ses cordes vocales, il demande pourquoi Kyon n'est pas ligoté. Elle interroge Kishu, son bourreau, qui pense que moins parler le rend plus cool, comme un rasta décontracté. Elle tente de discuter, mais Kyon les interrompt, révélant son plan de transformer le ninja nain en steak haché. Gabimaru lui dit que se battre avantagera les autres. Kyon explique vouloir d'abord détruire tous les autres pour chercher l'élixir tranquillement. Kishu et Sagiri acceptent de s'écarter. Kyon charge, mais Sagiri arrête Gabimaru in extremis pour qu'il se ligote. Tu es sérieux là ? Sérieux ? Kaon profite de l'ouverture pour briser ses armes les plus mortelles sur le corps de l'idiot. Gabimaru le remarque à peine et termine de s'attacher. Il projette Kaon en l'air et lui enfonce une lance dans le ventre. Il pense l'avoir achevé, mais le géant hideux se relève, pire cauchemar de tout sportif. Peu après, Gabimaru le transforme en brochette de gibier et rassure Sajiri. Kishu prend la tête de Kaon, leur souhaitant bonne chance, car il n'a plus à rester. Sajiri lui dit de faire attention en retournant à terre. Il lui dit de ne faire confiance à personne, décrivant les trahisons vues avant l'île. Akajinu, une arrogante aux formes généreuses, avait même usé de ses charmes pour tromper Shin, un bourreau stupide ignorant les signaux d'alarme. Quand Kishu finit d'expliquer à Sajiri que le monde n'est pas une fête de licorne où chacun respecte les règles, il propose d'éliminer Gabimaru. Mais le gnome vivant l'atteint en un instant, le foudroyant d'un regard qui lui fait regretter ses paroles. À ce moment, Aizen atteint le rivage et tente d'amarrer son bateau. Mais Rokiroda, le cyclope économe, affamé, le transforme en Dorito écrasé. Akajinu a rejoint ses ancêtres, tué par Shinu, le maître soumis aveugle, pendant que les autres éliminent les plus faibles. Kishu révèle alors que le shogunat a demandé au village de Gabimaru de rassembler des ninjas pour la prochaine expédition et souhaite bonne chance à Sajiri avant de partir. Mademoiselle Problème Paternel réalise qu'elle ne connaît pas le petit tueur avec qui elle voyage et décide d'être plus stricte. Mais il attaque soudain, promettant une mort indolore si elle ne résiste pas. Son rêve de retrouver Yui devient plus important que d'être un bon prisonnier. Il attaque sans relâche jusqu'à ce que Sajiri recule, lui demandant pourquoi il enfreint les règles. Il explique que les ninjas de son village le tueront sur le champ s'il n'atteint pas l'élixir, et son obsession d'être la meilleure bourreau du mois ne fera que le retarder. Quand il reprend l'attaque, la prétendue bourreau se questionne à cause de ses sentiments. Lui réalise qu'une partie de son subconscient ne veut pas la tuer, se souvenant du jour où Yui lui fit ressentir des émotions. La confusion pousse la faucheuse humaine à retenir ses coups, l'empêchant de porter le coup fatal à Sajiri. Mais les enseignements d'Oza éteignent ses émotions et l'épée de Sajiri est coupée en deux. En un instant, elle est au sol, fixant l'obscurité de la vraie nature de Gabimaru, prêt à la décapiter. Ses atouts et son visage fatal le font hésiter de nouveau. Même l'esprit sombre d'Oza ne suffit plus à éteindre ses émotions. Alors, ses sentiments pour Yui déclenchent une compassion qui le fait pleurer, se croyant trop faible pour agir. Sajiri propose aussitôt de ranger l'épée, lui disant qu'être un nain émotif n'est pas si grave, il ne l'achève donc pas. Elle promet aussi d'oublier sa tentative de meurtre s'il s'engage à comprendre ses émotions. Pendant qu'il trouve l'amour sur l'île de la mort, Tamiya, un criminel laid d'âge moyen, et son bourreau nain, Fushai, découvrent un magnifique jardin de fleurs. Le papillon le fait se sentir spécial, jusqu'à ce qu'il voit son visage répugnant et réalise qu'il vient de lui injecter du poison floral. Il se coupe aussitôt la main et observe avec Fushai sa transformation, avant d'être encerclé par des créatures et géants échappés du labo de Frankenstein. Il y a quelque temps, Tamiya, épéiste fauché et sans valeur,
surnommé l'âme du dragon, cherchant du travail, rencontra un seigneur nain obèse qui se vantait de sa porte du dragon avant de l'embaucher. Lors d'une de ses beuveries destructrices, le seigneur gras se moqua de lui, pensant qu'il pouvait tuer un dragon. Tamia décida alors de détruire la porte du dragon du seigneur, en représailles à l'affront. Arrivé sur les rives de Shinsenkyo, il confia au bourreau nain son plan d'écorcher le seigneur obèse après le pardon. Mais Fuchai, lassé de ses bavardages, lui ordonna de se taire. Tamia a ensuite essayé de se moquer du métier de Fuchai, mais celui-ci a expliqué les années qu'il avait passées à maîtriser l'art de découper des corps et a menacé de le tuer pour avoir manqué de respect au bourreau. Après s'être libéré avec l'épée de Fuchai, Tamia a ouvert la voie sur l'île et a eu l'idée d'éliminer tous les autres, afin qu'ils puissent prendre leur temps pour trouver l'élixir. Mais les choses ont empiré lorsqu'ils ont trouvé le jardin de fleurs et se sont retrouvés encerclés. Gabamaru et Sejiri se retrouvent également dans la même situation face à un dieu poisson muté. Alors le ninja nain commence à réfléchir à une issue, mais le dieu attaque. Alors il contre-attaque avec un coup qui manque de faire exploser son cerveau gorgé d'eau. Après que Gabamaru soit mis à terre, Sejiri essaie d'aider, mais il lui dit de rester à l'écart pour que ses compétences de niveau Sakura ne le ralentissent pas. Alors qu'il se souvient d'une règle qu'Oza lui avait donnée concernant les adversaires inconnus, son remue-ménage prend un peu trop de temps, et la lutte de Sugiri avec les papillons laids le distrait. Alors le dieu poisson décide de punir son manque de concentration en lui réarrangeant les entrailles avec un coup brutal. Sugiri est surprise de le voir saigner, et il décide de s'enfuir. Mais un groupe de géants laids et ratés les encercle, ce qui fait que Sugiri perd progressivement les pédales. Pendant ce temps, Gabamaru se concentre enfin et bondit sur le premier géant avec son ninjutsu spécial qui transforme sa tête en dîner de Thanksgiving. Alors qu'il continue de les anéantir plus vite que Levi dans l'attaque des titans, Sugiri continue de danser avec les papillons comme une remplaçante vraiment inutile jusqu'à ce qu'un des géants décide de se concentrer sur elle. Gabamaru le remarque et essaie de bloquer son inquiétude pour elle en passant à son côté obscur. Mais il finit quand même par la sauver et se demande pourquoi son côté obscur semble aimer la garder en sécurité. Le dieu poisson essaie d'attaquer à nouveau, mais il est abattu par un exécuteur alpha nommé Genji qui apparaît avec Yuzuriya et un nain de grande taille nommé Senta qui est également devenu exécuteur malgré son manque évident de contrôle sur son ventre. Yuzuriya se présente à nouveau à Gabamaru et il essaie de demander pourquoi elle étale clairement ses mini-seins, mais il se souvient des leçons de Yui sur la politesse et la remercie de l'avoir sauvée avant de lui demander ses véritables intentions. Elle lui dit ensuite d'arrêter d'être si coincée et s'approche pour faire comme si elle avait besoin de son aide, tout en pressant ses mini-melons contre sa poitrine pour désactiver sa capacité à penser clairement. Malheureusement, il n'a presque plus d'émotion et la plaque au sol en guise de punition, alors elle s'excuse et demande s'ils peuvent au moins travailler ensemble. Sugiri demande alors pourquoi elle a deux exécuteurs, mais elle révèle que Genji avait en fait été assigné à un autre criminel inutile nommé Makia, qui est tombé sous le charme de la beauté d'Yuzuriya et a été envoyé dans l'au-delà. Genji explique ensuite que sa décision de continuer à la suivre est purement pour la mission. Mais ils peuvent tous clairement voir à quel point il veut briser ses gâteaux de ninja. Santa essaie de se présenter également, mais elle l'empêche d'ennuyer tout le monde avec sa personnalité à l'aura négative et explique que travailler ensemble pourrait être leur meilleure chance de surmonter toutes les folies de l'île. Après en avoir discuté avec Sugiri, Gabamaru accepte sa proposition, et elle essaie de le résime à nouveau, mais il la plaque au sol avec un dernier avertissement pour qu'elle cesse d'essayer de gagner sa confiance. Elle l'enferme ensuite avec ses jambes et dit qu'elle n'a jamais eu l'intention de gagner sa confiance, car un seul d'entre eux peut obtenir le pardon en trouvant l'élixir en premier. Pour commencer, elle explique que les petits papillons laids sont en fait la chose la plus dangereuse qu'elle ait vue jusqu'à présent. Mais il demande comment elle en sait déjà autant sur eux. Il s'avère que Makia lui a servi de cobaye et a fini par prendre suffisamment de venin pour exterminer un petit village, parce qu'il était trop stupide pour voir au-delà des tentations d'Yuzuriya. Après son histoire, Senta sort ses parchemins religieux pour expliquer l'étrange similitude entre les géants qu'ils ont vaincus et les croyances actuelles de plusieurs cultures. La promesse d'Yuzuriya de leur dire tout ce qu'elle a appris jusqu'à présent semble toujours suspecte à Gabamaru. Alors il demande pourquoi elle est si enthousiaste à propos du partenariat, et elle lui raconte une histoire sur sa pauvre petite sœur. Quelque part, en expliquant son histoire d'origine, les mensonges commencent à s'emmêler
Alors il lui dit d'arrêter de faire semblant, et elle admet ne pas avoir réellement une histoire personnelle, trop dramatique, alimentant ses illusions. Gabamaru finit par accepter sa décision insignifiante de partir en mission futile. Mais il sent que quelque chose ne va toujours pas et demande ce qu'elle a vraiment fait à Maquia. Elle se souvient ensuite de l'avoir envoyé de l'autre côté après que les fleurs aient pris le dessus, mais garde les détails pour elle et essaie de le serrer dans ses bras à la place, ce qui conduit ensuite à un autre plaquage, tandis que le cerveau sous-développé de Seijiri est submergé partout et appuie sur le bouton de répétition. Il y a quelque temps, un jeune guerrier nommé Thomas a rejoint le clan de Seijiri et a rapidement gravi les échelons pour devenir un exécuteur sous la surveillance d'Aizen. Il a fait tout cela juste pour sauver son frère, Shobai, et a suggéré la quête de l'élixir à Shinsenkyo comme moyen de retrouver sa liberté. À ce moment-là, les deux frères venèrent de se retrouver face à un groupe de géants dans une autre partie de l'île, et tandis que Shobai commençait immédiatement à les attaquer, Thomas observait et se remémorait le passé. Ils ont tous deux eu une enfance déprimante qui les a menés de leur vie de fils d'un samouraï respecté à celle d'orphelins sans valeur abandonnés au bord de la route. Même alors, ils étaient attaqués par des bandits. Mais Shobai était doué pour s'adapter et a utilisé cette capacité pour s'installer rapidement dans n'importe quelle situation afin de les garder tous deux en sécurité. Il est finalement devenu un cyclope au visage balafré, recherché pour des crimes contre toute l'humanité, et a dit à Thomas de trouver un plan pour le sauver. Quand il termine son voyage dans le passé, Shobai suggère de s'échapper pour trouver de meilleures armes. Alors il commence à courir, mais les cheveux de réponse de supermarché de Thomas sont attrapés par l'un des géants. Shobai jette un coup d'œil à son état pathétique et continue d'avancer. Alors Thomas décide de compter sur lui-même et tranche les doigts du monstre avant que Shobai ne l'achève avec une nouvelle arme qu'il a obtenue d'un des géants vaincus. Juste à ce moment-là, il est mis à terre par un géant rempli de bananes et ils sont tous deux encerclés par ses amis qui peuvent tous parler et ne cessent de jacasser sur la justice jusqu'à ce que Shobai s'énerve. Après les avoir tous détruits en un instant, il dit à Thomas qu'ils doivent continuer à accumuler les corps pour atteindre l'élixir en premier afin qu'ils puissent tous deux le boire et devenir immortels. Quelques instants plus tard, Sugiri fait un rêve où son père luttait pour cacher sa déception face à ses choix de vie, avant de se réveiller et de voir Genji veiller attentivement sur elle. Il explique ensuite qu'ils l'ont emmenée à la grotte après qu'elle se soit évanouie et suggère de se reposer un peu plus. Mais la folle surdouée se lève pour trouver Gabamaru, qui se détend dehors avec Senta. Elle est confuse, alors Gabamaru révèle ses plans pour le dîner pendant que Senta travaille sur leurs vêtements déchirés, et Yuzuriha fait une sieste pour retrouver la force qu'elle utilise pour mentir sans effort pire que Pinocchio. Senta suggère de passer en revue ce qu'ils ont appris sur l'île en mangeant les collations de Gabamaru, et Yuzuriha est excitée d'avoir enfin de la nourriture jusqu'à ce qu'elle voie l'abomination culinaire que le ninja nain a concoctée. Gabamaru ignore son manque de respect flagrant pour sa recette étoilée au Michelin et procède au lancement de leur séance de remue-ménage en expliquant la petite mission de reconnaissance qu'il a effectuée avec Genji tout en collectant des ingrédients pour ses biscuits de la mort. Lui et Genji ont remarqué que beaucoup de fleurs étaient en fait des espèces végétales régulières, à l'exception du fait qu'elles étaient principalement ce qui restait des samouraïs envoyés pour les premières expéditions. Il poursuit en disant que rien de ce qu'ils ont trouvé ne ressemble même au croquis de l'élixir qu'ils ont obtenu du shogun. Et Senta prend le relais pour parler des statues religieuses qui semblaient pour la plupart se livrer à des actes impies. Il est curieux de savoir comment des designs aussi complexes ont été créés sur ce qui devrait être une île ancienne. Et cela rappelle à Seijiri le fait que les géants d'avant n'avaient pas d'organes. Senta parcourt ensuite ses parchemins religieux et élabore une théorie, suggérant que les géants pourraient en fait être des divinités de bas niveau, créées lorsque Dieu se sentait négligent. Après que Gabamaru soit soudainement étrangement excité à l'idée de continuer à chercher l'élixir, Yuzuriha leur dit d'envisager la possibilité qu'ils puissent en fait être en enfer. Mais le manque de couilles de Senta le pousse à changer immédiatement de sujet, et ils conviennent tous de continuer à essayer de comprendre d'où viennent les géants. Les minutes passent, et Seijiri essaie de prendre l'air, mais Genji l'interrompt avec une proposition de prendre sa place afin qu'elle puisse retourner dans leur clan et vivre ses jours comme une machine à faire des bébés. Elle essaie de refuser, alors il lui demande si elle peut réellement vaincre Gabamaru si un groupe de papillons mutants laids suffisait à lui couper les lumières. Il s'emploie à détruire chaque once de confiance en soi qu'elle possède en décrivant sa faiblesse pathétique en détail avant de lui dire de prendre un bateau et de partir. Juste à ce moment-là, Senta les rejoint et dit que quitter l'île pourrait en fait être plus difficile
que d'essayer de gérer des demi-dieux à moitié cuits. Pendant que Senta entre dans plus de détails sur ses théories, un exécuteur fanboy l'est nommé Tenza lutte pour combattre le courant de l'océan, tandis que Nurugai explique qu'un tel exploit est impossible, surtout pour quelqu'un avec des bras de la taille d'une brindille. Il rappelle également à Tenza que revenir sans l'élixir ne fera que le ramener dans le couloir de la mort. Mais Tenza promet de parler au shogun en son nom et retrouve l'espoir lorsqu'il voit un énorme navire appartenant au shogunat. Un examen plus attentif efface son optimisme lorsqu'il réalise que c'est en fait le premier de nombreux navires qui ont fait naufrage lors des tentatives d'évasion de chaque expédition envoyée sur l'île avant eux. L'instant d'après, il commence à voir des ombres, et Tenza sort son épée, malgré les avertissements de Nurugai, ce qui les fait attaquer par les tentacules d'un kraken. Leur bateau détruit, Tenza suggère d'en trouver un pour retourner sur l'île et déchire le tentacule, pendant que Nurugai le suit et commence à penser que tout cela est une punition pour ce qui est arrivé à son grand-père. Il y a quelque temps, il a trouvé un groupe de samouraïs se faisant passer pour des voyageurs perdus et a décidé de les ramener à sa tribu montagnarde pour les abriter. Malheureusement, ils se sont avérés être des assassins, envoyés pour détruire de telles tribus en raison de leur décision de vivre loin du shogunat et l'ont capturé pour obtenir l'emplacement d'autres tribus montagnardes. Après son arrestation, Tenza l'a trouvé et lui a proposé de l'aider à se libérer grâce à la quête de Shinsenkyo. Les minutes passent et leur recherche d'un nouveau bateau finit par mener Tenza à Kishu, qui a rejoint le cycle de la vie en tant que nouvelle espèce de fleur. Un tentacule le coupe ensuite en deux et donne à Nurugai un cas brutal de déjà-vu qui le laisse incapable de bouger un muscle. Tenza lui dit de se relever, mais il refuse et décide d'accepter son destin pour avoir causé l'extinction de son peuple. Tenza demande alors si c'est vraiment ce qu'il veut, tout en repoussant les tentacules, et Nurugai est frustré parce que le samouraï au cerveau de fourrure a apparemment du mal à comprendre l'anglais. Tenza refuse de l'abandonner et continue de se battre jusqu'à ce que Nurugai se souvienne de sa vie avec son grand-père et dise qu'il veut juste retourner à la vie dans les montagnes. Heureusement, Tenza parvient à trouver un bateau juste à temps, alors ils livrent un dernier combat et réussissent à retourner à Shinsenkyo en un seul morceau. Après qu'ils aient tous deux repris leur souffle, Tenza suggère de laver le sang du kraken pour ne pas être infecté, mais il reçoit le choc de sa vie lorsqu'il commence à nettoyer et réalise que Nurugai est en fait une fille. Sa réaction la pousse à le taquiner avec ses canons d'intrigue sous-développés jusqu'à ce que l'image s'imprime dans son esprit. Une fois habillé, il décide de trouver une voie d'évasion avant de retourner sur l'île, où Genji vient de finir de traiter Sejiri de faible qui devrait être à la maison à préparer le dîner et s'en va. Senta lui dit alors de ne pas prendre ses paroles à cœur, affirmant qu'il veut en fait qu'elle reste parce qu'il a remarqué beaucoup de changements chez Gabamaru et pense qu'elle serait la meilleure personne pour gérer ce qui se passe dans la tête du ninja nain. Après, le reste de la bande s'endort, mais Sugiri persiste à être la petite sœur de Gabamaru, malgré ses supplications de la laisser tranquille. Elle s'assied pour continuer sa surveillance obsessive, et il en profite pour lui demander si elle se sent mieux, puisque c'est le combat d'avant qui l'a probablement rendue vulnérable aux insectes. Il la remercie également de l'avoir aidé à penser clairement, et explique son nouveau plan de se concentrer sur la recherche de l'élixir avant que le shogun ne puisse envoyer des ninjas de son village. Elle le félicite ensuite d'être assez fort pour reconnaître ses erreurs. Mais il affirme qu'elle est en fait plus forte, ce qui la choque car ses compétences de niveau Sakura étaient très évidentes dès le début. Il remarque son expression choquée et lui dit de commencer à croire un peu plus en elle-même. Alors elle s'accroche à ses mots d'encouragement jusqu'au lendemain matin quand Genji lui demande si elle est prête à rentrer. Elle décide de rester en mission à la place, alors il lui dit que combattre des dieux à moitié cuits sur une île abandonnée n'est pas quelque chose qui devrait intéresser une laveuse de vaisselle glorifiée. Elle persiste dans sa décision et s'agenouille pour plaider qu'il commence à la traiter comme une camarade samouraï, au lieu d'une fille délirante avec des problèmes paternels. Pour clarifier son point, il la teste avec une attaque surprise. Mais elle parvient à lui voler l'épée, ce qui le met en colère. Au moment où il reprend l'épée, un monstre, laid, à un œil nommé Rokiroda, apparaît et lui arrache la moitié de son système digestif. Il y a des années, Rokiroda était un bébé innocent, mais extrêmement obèse qui aimait se goinfrer en jouant avec des pierres. Mais quelque part en chemin, son appétit monstrueux a grandi et l'a mené sur un chemin sanglant qui a mis fin à ses parents, puis à tout le village. Avec le même coup de paume mortel,
il projette Genji contre un arbre avec la moitié de ses entrailles manquantes. Et Sugiri court pour l'aider malgré les ordres de Genji de s'enfuir. Juste au moment où Rokiroda s'approche pour lui donner le même traitement, la machine de mort naine le projette dans un tas d'arbres et demande à Sugiri toute information pouvant aider à maîtriser le cyclope déchaîné. Tout ce à quoi Sugiri peut penser, c'est le fait qu'Eizen a probablement aussi eu ses entrailles arrachées. Alors Gabamaru décide d'envoyer Rokiroda pour un voyage sans retour dans l'au-delà. Il se souvient d'abord des instructions d'Oza, de toujours évaluer la force de son adversaire. Mais avant qu'il ne puisse élaborer une stratégie, Rokiroda arrache un arbre entier et le lance vers eux. Ils survivent, mais Gabamaru réalise qu'être si petit le met dans un désavantage évident et demande à Yuzuriha l'aide qu'elle lui avait promise. Elle lui rappelle ensuite qu'elle n'est que le cerveau de leur petit club de campagne et l'encourage à la place. Alors il décide de se battre, en solo, et commence par esquiver toutes les tentatives de Rokiroda de le tuer, comme si sa vie en dépendait. Après avoir essayé certaines de ses attaques les plus mortelles qui anéantiraient n'importe quel homme ordinaire, il se retrouve bloqué à essayer de trouver une attaque qui fonctionnerait. Pendant ce temps, Sugiri lutte pour empêcher Genji de perdre ce qui lui reste d'organes, et il essaie de la taquiner pour avoir perdu toute la bravade qu'elle affichait plus tôt. Mais elle devient émotive et dit qu'elle s'en fiche tant qu'elle peut l'aider à survivre. Entendre cela le fait changer la façon dont il la voit, alors il s'excuse d'avoir essayé de dénigrer ses objectifs, et lui remet son épée avec un dernier ordre de terrasser Rokiroda avec ses compétences d'exécuteur de haut niveau. À ce moment-là, Gabamaru vient d'avoir une idée incroyablement dangereuse, mais Rokiroda frappe à nouveau et finit par perdre un doigt à la lame de Sugiri. Alors qu'ils décident de tous deux de fusionner leurs compétences, Tenza demande à Yuzuriha la permission d'aider Genji, mais elle lui dit de fermer sa gueule pleine de graisse, afin qu'elle puisse apprendre quelque chose de nouveau du combat. Le doigt coupé de Rokiroda ayant l'air moins effrayant, Gabamaru décide instinctivement de viser sa tête, et dit à Sugiri d'attaquer ses jambes pour le forcer à se mettre à genoux. Une fois que Rokiroda attaque à nouveau, Gabamaru redirige son coup de poing, donnant à Sugiri une ouverture pour lui couper la jambe. Mais le traumatisme commence à se manifester et la fait manquer la cible. Elle recule ensuite d'un pas pour maîtriser ses problèmes paternels, avant de repartir pour une autre tentative et d'être toujours complètement inutile. Au lieu d'admettre être une mauviette qui est clairement dépassée, elle dit à Gabamaru que la seule issue est d'attaquer le cou de Rokiroda. Mais le géant lait se met soudainement à pleurer en ondes sonores qui brisent leurs oreilles. En un instant, Gabamaru voit son petit cerveau écrasé contre la terre, et Sugiri craint que sa moitié supérieure ne soit devenue de l'engrais végétal. Heureusement, il se remet sur pied, mais ses cellules cérébrales implosent et le font s'effondrer. Alors Sugiri se précipite pour l'aider juste au moment où Rokiroda se penche pour le coup final. La mort se rapprochant à la milliseconde, Sugiri se souvient des paroles de Genji, et parvient à calmer les vagues émotionnelles troublées dans son esprit. Avec sa force mentale restaurée, elle redirige le coup de poing de Rokiroda d'un mouvement de sa lame et le plaque au sol d'un second coup qui choque Yuzuriha. Pendant qu'elle continue coup pour coup avec le cyclope émotif, Genji jacasse tout seul alors que la perte de sang commence à affecter ses cellules cérébrales. Quand Sugiri parvient enfin à le faire tomber, elle tend immédiatement la main derrière lui pour le coup de la mort, mais il s'éloigne d'un bond au dernier moment. Gabamaru a alors l'idée de le faire tomber à nouveau avec son ninjutsu spécial, et Yuzuriha s'enfuit immédiatement avec Tenza avant qu'il ne commence à brûler la végétation environnante jusqu'à ce que ses blessures se rouvrent. Pendant que Yuzuriha le malmène verbalement pour être un gros porc qui ne peut même pas voir droit, le plan de Gabamaru d'obscurcir l'espace aérien avec de la fumée commence à faire son effet sur Rokiroda, alors ils observent depuis la sécurité de leur gène de taille manquant jusqu'à ce qu'ils tombent pour prendre l'air. Sugiri se met immédiatement en position pour abréger ses souffrances, mais il la voit au dernier moment et essaie d'attaquer. Après lui avoir immobilisé le bras avec chaque fibre de muscle qu'il possède, Gabamaru lui dit d'arrêter d'utiliser chaque situation comme une occasion d'être dramatique. Elle l'ignore et commence un autre exercice de méditation pour calmer son esprit troublé avant de donner le dernier coup pour achever le cyclope déchaîné. À ce moment-là, Rokiroda fait un dernier voyage dans le passé et Sugiri le remarque, alors elle prend sa tête pour lui faire un bon adieu avant de l'envoyer de l'autre côté. Gabamaru lui rappelle alors les flammes toujours déchaînées, alors elle jette un dernier coup d'œil à Genji et s'enfuit en courant en pensant à ses aînés perdus. En quelques secondes,
tous les dieux à moitié cuits de la zone commencent à affluer vers les flammes, ce qui n'a aucun sens pour Gabamaru. Mais il suggère de suivre le chemin d'où ils sont venus pour, espérons-le, trouver une nouvelle piste. Après avoir pris un moment pour parler de leurs objectifs et de la façon dont les récents revers ne devraient bien y servir que de motivation, ils continuent tous deux à courir jusqu'à ce qu'ils rencontrent Yuzuria et Tenza sur un rebord surplombant, ce qui semble être un village abandonné. Ailleurs, Thomas et Shobai en finissent avec un nouveau lot de faux dieux, alors Shobai décide de donner à ses organes un avant-goût de l'enfer en se régalant d'un décor et commence à réfléchir à des idées jusqu'à ce qu'il entende quelque chose juste derrière les buissons. Ils avancent lentement pour éviter une attaque furtive d'un autre monstre, mais reçoivent le choc de leur vie lorsqu'ils trouvent deux créatures humanoïdes divines, Ju et Tao, effectuant un exercice très impie l'une sur l'autre. Après les avoir repérés, Ju demande comment ils ont réussi à aller si loin, malgré le fait d'être des humains laids et sans valeur, et Shobai essaie de faire le dur en demandant s'ils sont liés au monstre qu'il vient de manger. Tao trouve sa confiance délirante amusante et suggère de le laisser rejoindre le jeu impie, mais cela finit par énerver Ju, alors elle change de forme au cas où les garçons croiraient en l'égalité. Pendant ce temps, Gabamaru et le reste de la bande continuent d'échafauder des théories pour expliquer le village abandonné, jusqu'à ce qu'ils sentent quelqu'un les observer et se mettent à leur poursuite. Ils s'approchent, tirent la capuche et découvrent une adorable petite fille, Mei, mais l'un des oncles de Groot, nommé Haoko, attaque soudainement pour la défendre. Gabamaru décide de continuer à poursuivre Mei, alors il esquive une autre attaque de Haoko et le projette sur Santa avant de s'enfuir, Sugiri le suivant de près pour le surveiller attentivement. Tenza essaie ensuite de s'occuper des affaires, mais Usuria lui lance sa deuxième paire d'yeux pour l'empêcher de voir son ninjutsu insaisissable. À ce moment-là, Mei s'est enfoncée plus profondément dans les bois, mais Gabamaru la rattrape facilement et tente de lui parler. La conversation prend fin quand elle le retourne plus vite qu'une crêpe et le laisse brièvement paralysé par le choc jusqu'à ce que Sugiri le rejoigne. Elle continue de poursuivre Mei jusqu'à ce qu'elle s'arrête et tente de lui faire exploser les entrailles avec un coup de poing lumineux, mais Gabamaru le bloque et manque de se faire défoncer le dos. Les coups constants qu'il a endurés en cherchant des réponses commencent à énerver le ninja nain. Alors il attrape un tas de lianes et attache Mei jusqu'à ce qu'elle se mette à pleurer à chaudes larmes. Il la relâche ensuite et Sejiri prend quelques minutes pour la réconforter avant qu'Usuria et Senta ne les rejoignent. Ils se rassemblent tous pour discuter de méthodes de torture amicale pour Mei, mais Haoko reprend conscience et supplie qu'on lui rende Mei en échange de toutes les informations qu'il désire sur le village et l'élixir. Usuria rejette son offre car interroger Mei serait beaucoup moins stressant, mais Hako promet de lui préparer un bain aussi, et cela change tous leurs avis. En chemin, Sugiri demande s'il est sage de faire confiance à un arbre qui parle. Mais Gabumaru décide que c'est mieux que de courir après les dieux à moitié cuits pour des réponses. Une fois chez Haoko, Gabamaru commence à exiger des réponses, mais Usuria lui dit de suspendre l'enquête afin qu'elle puisse enfin se débarrasser de l'odeur de poisson qu'elle traîne depuis des jours. Elle dit à Sugiri d'envisager de faire une pause, mais Mademoiselle Problèmes avec Papa continue de jacasser sur l'importance de son travail jusqu'à ce que l'eau se coupe. Plusieurs minutes passent, Sumei leur apporte une paire de gants de toilette pour le bain. Pendant ce temps, Gabumaru continue de dissuader Tenza de se goinfrer de la nourriture que Haoko leur sert. Quand l'hippopotame à 4 yeux commence à s'agiter, Gabumaru l'abandonne et interroge Haoko sur sa relation avec Mei. Il refuse de parler du sujet, alors Gabamaru revient à leur quête originale de l'élixir, et les filles reviennent juste à temps pour en entendre parler. Pendant qu'elles mangent, Haoko explique que l'élixir est en fait une substance appelée Tan, stockée dans une urne et réputée donner la vie éternelle à quiconque la consomme. Pendant que Yusuria et les autres discutent de la grande différence avec la description qu'ils ont eue avant la mission, les espoirs de Gabamaru de retrouver Yui augmentent. Ils demandent ensuite une sorte de preuve, alors Haoko leur parle des êtres surnaturels appelés Tensen. À ce moment-là, Shobai vient de couper la moitié du haut du corps de Ju, mais tout repousse comme une plante régénératrice sous stéroïdes. Ju brise ensuite la hache du psychopathe cicatrisé et les bat tous les deux à plate couture avant de jeter leur corps dans une fosse remplie d'autres guerriers malchanceux qui se croyaient tous très forts. De retour au village, Gabomaru et Usuria menacent de transformer Oko en bois de chauffage s'il continue de mentir, mais il les assure de son honnêteté et arrache nonchalamment son bras
pour démontrer une simple portion du pouvoir de l'élixir. Ensuite, Gabomaru se dirige vers le bain pour nettoyer ses blessures et discute avec Sajiri des affirmations de Hako d'avoir vécu plus d'un millénaire. Ils ont tous deux du mal à croire tout ce que l'arbre possédé a dit, mais décident de l'utiliser comme guide pour trouver l'élixir, car c'est la seule piste qu'ils ont. Une fois dans le bain, ils rencontrent Mei, qui se met immédiatement à pleurer, et Gabamaru l'ignore complètement pour faire nettoyer ses blessures. Alors Sugiri protège ses yeux de sa petite carotte et voit une énorme cicatrice sur son dos. Après avoir également réalisé qu'elle n'avait jamais eu de vrai bain, elle donne un tonneau à Gabumaru et lui dit d'utiliser le bain comme une occasion de se détendre avant de retourner auprès de Mei et de la traiter avec un nettoyage digne d'un spa. Pendant qu'il se nettoie, Gabamaru se souvient d'une nuit similaire où Yui lui avait lavé le dos et lui avait donné des conseils de vie pour l'aider à se détendre. Elle avait détaché ses cheveux après l'avoir nettoyé et il avait enfin compris pourquoi. Alors il lui a dit de ne pas s'inquiéter de cacher sa cicatrice faciale autour de lui parce qu'il la trouvait en fait attirante. Se souvenir du sourire que cela avait provoqué sur son visage le pousse à dire exactement la même chose à Mei. Et cela laisse Sejiri dans une confusion totale car elle n'aurait jamais cru que la machine à tuer Nen puisse être émotionnellement mature. Sur le chemin du retour chez Aoko, elle reconsidère sa position sur son manque d'âme, tandis qu'il obtient une vision claire de son objectif et décide de ne reculer devant rien pour l'atteindre. Il y a des années, Tenza n'était rien de plus qu'un gamin des rues qui volait, qu'il voulait juste pour avoir un repas par jour et passer ses nuits à dormir avec les insectes. Tout cela a pris fin le jour où il a rencontré un groupe d'épéistes qui n'ont pas perdu de temps à le traiter de bon à rien qu'il était. Pour se venger, il leur a fracassé la tête dans une ruelle et était sur le point d'achever le dernier quand il a été arrêté par l'épée d'un bourreau aveugle et laid nommé Shin. De retour à Shinsenkyo, il continue de chercher une voie d'évasion pour quitter l'île, mais Nuregai décide de continuer à jacasser jusqu'à ce qu'il perde les pédales. Après beaucoup de cris, elle le trouve seulement beaucoup plus attirant, alors il décide d'ignorer son manque de respect de soi pour continuer la recherche. Juste à ce moment-là, une autre Tansen spectaculaire, Jin, apparaît pour demander s'ils avaient quelque chose à voir avec les faux dieux massacrés. Le fait qu'elle soit passée nonchalamment à un corps masculin donne à Tenza toutes les informations dont il a besoin, alors il s'enfuit en courant avec Nuregai. Mais Jin le rattrape en un instant et le projette au loin avec le même pouvoir mystérieux que Mei a utilisé sur Gabumaru. Après que Nergai se soit mise en sécurité, Tenza arrache les yeux de Jin pour prendre le dessus, mais il repousse en quelques secondes, ce qui ne lui laisse alors d'autre choix que de se battre. Avec une seule inspiration pour calmer ses nerfs, il charge et assène instantanément de multiples coups pour arracher les membres du Deadpool à petit budget. Il s'enfuit ensuite en courant avec Nurugai pour prendre de la distance, mais Jin le rattrape toujours, sa tête se rattachant lentement. L'instant d'après, une épée la lui enlève à nouveau. Et Tenzu est excité de voir Shin, qui n'a pas besoin de ses yeux pour savoir qu'ils doivent tous continuer à courir avant que l'invincible Adi ne puisse se rattacher. Plusieurs minutes plus tard, ils s'éloignent suffisamment pour reprendre leur souffle à une distance sûre, et Shin en profite pour frapper le crâne vide de Tenza pour avoir utilisé des techniques bâclées. Il explique ensuite qu'il avait en fait trouvé un courant menant hors de l'île, mais son manque de globes oculaires rendait une évasion en solo impossible, alors il est retourné chercher d'autres personnes. Enze s'enthousiasme et suggère de s'y rendre immédiatement, mais Shin sort soudainement son épée pour lui demander pourquoi il aide Nurugai au lieu de l'envoyer au Seigneur. Il explique ensuite comment il a d'abord apprécié chaque minute des talents de cowgirl d'Akajinu avant de l'endormir définitivement et demande une explication, car aider des criminels pourrait être considéré comme un acte de trahison. Afin de faire comprendre ses actions à Shin, Tenza lui rappelle qu'il a aussi pris un risque le jour où il a décidé d'accueillir un voleur des rues sans valeur. Se souvenant de cela, Shin promet d'y réfléchir et décide d'épargner Nerugai jusqu'à ce qu'il s'échappe de l'île. Jin étant l'ennemi le plus dangereux qu'ils aient jamais rencontré, Shin suggère de prendre un moment pour affûter leurs compétences au cas où ils le croiseraient à nouveau. Au moment où Tenza suggère de rester en fuite pour l'éviter, Jin réapparaît et Shin les tire immédiatement tous les deux. Malheureusement, il perd une partie de sa gorge dans le processus, et Tenza charge pour obtenir une livre de chair égale. Mais Jin esquive facilement toutes ses attaques et fait exploser quelques trous à travers le corps de l'ancien détenu stupide. Les blessures le renvoient également dans le temps, lorsque Shen a commencé à l'entraîner au dojo, et lui a fait de nombreux discours, dans l'espoir que son cerveau au QI négatif finirait par voir la lumière. Après s'être fait tabasser pendant des jours, Tenza a abandonné,
et a dit à Shen de se mettre son entraînement dans ses joues handicapées. Mais Tenza a facilement accepté de le laisser partir, à condition qu'ils doivent d'abord porter un seul coup. Le lendemain matin, Tenza s'est faufilé pour reprendre sa vie de voleur malodorant, mais Aizen l'a trouvé et l'a fait l'accompagner pour une promenade. Ils ont fini dans un cimetière où Aizen lui a montré la pierre tombale de l'ancien élève de Shin, Te-Shin, qui ressemblait beaucoup à Tenza et avait quitté le dojo parce que Shin ne se souciait pas vraiment de ses élèves à l'époque. Un peu plus tard, Shin est allé accomplir ses devoirs de bourreau et s'est figé sur place lorsqu'il a réalisé que le criminel était Te-Shin, qui était retourné à une vie de petits crimes après le dojo. Aizen a ensuite demandé à Tenza s'il était également prêt à finir au mauvais bout de la lame de son maître, mais le gamin habituellement stupide a été assez intelligent pour choisir la vie, et est retourné continuer son entraînement avec Shin. Les flashs de sa vie terminés, Tenza jette un coup d'œil à Nuregai et décide de la protéger avec la force qui lui reste dans ses muscles chétifs. En un instant, il assène un coup de poing dévastateur qui brise le visage de Jin et continue de frapper jusqu'à ce que Jin ajoute un trou encore plus grand qui vide ses organes. Nurugai essaie d'aider, mais Shin la retient et se précipite pour sauver son élève. Avec la dernière once de force qui lui reste, Tenza leur dit à tous les deux de s'échapper. Alors Shin respecte ses souhaits en attrapant Nuregai et en s'enfuyant aussi vite que ses jambes le permettent. Quelques instants plus tard, il s'échappe en toute sécurité et Nuregai attaque Shin en lui demandant pourquoi il a abandonné Tenza. Alors il lui révèle les dernières volontés de Tenza et lui fait comprendre qu'ils sont tous deux trop faibles et pathétiques pour combattre Jin. Pendant ce temps, elle vient de finir avec Tenza et le laisse dans une mare de ses restes, alors qu'il passe ses derniers instants à se remémorer son entraînement avec Shin. De retour chez Uko, cette nuit-là, Senta essaie d'expliquer tous les mystères qu'il a découverts pendant la journée, mais les histoires folles finissent par faire court-circuiter son cerveau bourré de graisse. Ensuite, ils s'endorment tous, mais Gabimaru reste éveillé, se rappelant l'avertissement de Senta contre la tentative de trouver l'élixir sans avoir beaucoup de connaissances sur l'île. Incapable de faire preuve de patience, le ninja nain s'enfuit en courant pour trouver le centre de l'île, où Oko prétendait que l'élixir devait se trouver, mais il finit par tomber sur ce qui ressemble à un cimetière pour les proches de Oko. Leurs chants anormaux, alors qu'ils sont figés sur place, lui rappellent les avertissements de Senta, mais il suit sa décision de continuer à avancer jusqu'à ce qu'il trouve une énorme porte. Au moment où il tend la main vers la poignée, Jin apparaît, et Gabamaru sent immédiatement l'énergie sombre circuler dans son corps. Contrairement à l'expression choquée sur son visage, Jin ne ressent que de la frustration d'avoir à faire face à un autre fou à la cervelle de poubelle et lui dit de partir pour qu'elle puisse avoir un moment de repos. Le gnome vivant commence à demander l'élixir au lieu de fuir pour sauver sa vie, alors Jin se jette sur lui, mais Gabimaru fait de même et la laisse avec un bras cassé avant de lui tordre la tête. Alors qu'elle attaque avec un barrage de coups d'un coup de poing, il observe attentivement en esquivant pour comprendre ses pouvoirs et lui tord à nouveau la tête avant de déchaîner son ninjutsu pour créer du bœuf séché Tensen. Le nain se sent confiant dans son coup et se tourne pour continuer sa recherche, mais elle revient avec un uppercut brutal qui le projette contre le mur. Elle change ensuite de forme à nouveau et se sent mal de l'avoir éliminé, mais il parvient à survivre à l'écrasement par un rocher, alors il continue le combat. Il retourne analyser chacun de ses mouvements et continue de contrer avec des combinaisons spéciales jusqu'à ce qu'un coup de pied à l'estomac fasse cracher son sang à Jin. Gabimaru essaie de comprendre pourquoi cette attaque a eu un effet si drastique, et Jin mentionne qu'il possède une sorte de capacité spéciale. Elle active ensuite ses compétences télékinétiques et l'ouvre comme une boîte de thon, avant de déchaîner un barrage de coups de poing qui brise lentement chaque os de son corps. Quand Gabimaru approche du point de rupture, le visage de Yui invoque son côté obscur, le poussant à se rapprocher pour une bagarre tout ou rien, avec Jin qui, d'une manière ou d'une autre, fait que la beauté immortelle a l'air pire qu'un animal écrasé. Pendant qu'il regarde, elle active une autre transformation, mais cette fois, elle devient une monstruosité à deux visages tout droits, sortis de Monstre ici. Après avoir été électrocuté, Gabimaru essaie de riposter et reçoit suffisamment d'électricité pour alimenter un petit pays. Jin procède ensuite à réorganiser tout son corps avec des coups d'un bout de poing incroyablement puissants jusqu'à ce qu'il fasse un voyage au pays des rêves. Là-bas, il profite d'un dernier jour avec Yui et la remercie de l'avoir toujours aimé avant que la perte de sang ne le ramène à la réalité. Au moment où Jin enroule ses tentacules autour de son cou, il porte un coup mortel et se souvient de la technique spéciale qu'Oza lui a enseignée pour abattre son adversaire dans une situation de vie ou de mort. Il déchaîne instinctivement une puissante boule de feu,
mais cela ne fait que le libérer de ses tentacules. Alors elle se renforce pour l'achever. À ce moment-là, Mei apparaît et active une barrière avant que son explosion ne les fasse dégringoler le long de la falaise. Des heures plus tard, Senta retourne chez Aoko et avoue être une petite chienne effrayée. Alors Sugiri décide qu'ils iront trouver Gabomaru en équipe. Soupçonnant que Mei était probablement partie le chercher, Poko décide de les accompagner. Alors ils partent tous et commencent à poser des questions sur les Tensen pour se préparer à une attaque surprise. Quelque part à Orai à ce moment-là, les Tensen se rassemblent tous pour discuter de leur vie de beautés immortelles, mais Rain, la Tensen la mieux classée, interrompt la conversation pour exiger un rapport sur la sécurité de l'élixir. Ju reproche immédiatement à Jin d'être une faible pathétique et lui fait exploser la tête pour montrer aux autres combien de Tan elle a gaspillé sur Gabomaru et Tenza. Rain lui rappelle ensuite les règles régissant leur relation et menace de le rendre beaucoup plus laid que Ju s'il attaque à nouveau l'un d'eux. Il continue en les avertissant de ne pas sous-estimer les humains à cause de ce qui est arrivé aux faux dieux et verse des tasses de l'élixir pour reconstituer leur immortalité. À ce moment-là, Oko vient de terminer le cours intensif sur la famille d'immortels de Rain et décide de leur en dire un peu plus sur lui-même alors qu'ils arrivent au cimetière des hommes arbres. Il s'avère qu'ils étaient tous autrefois des humains qui ont vécu une très longue vie dans le village, mais contrairement aux humains ordinaires, ils devenaient des arbres au lieu de mourir et prier les Tensen pour que leurs âmes entrent à Orai. À mesure qu'ils s'approchent, l'inquiétude de Sejiri pour Gabomoro augmente. Pendant ce temps, il se réveille enfin près d'une rivière et prend un moment pour se souvenir de ce qui s'est passé. Au moment où il se remet sur pied pour reprendre la mission, Tamiya apparaît et lui offre une fin sans douleur. Pendant que le criminel handicapé divague sur ses objectifs, Gabomaru entame une bataille mentale pour comparer leurs forces, mais Tamiya réalise ce que le nain ensanglanté prépare et rejoint le duel mental jusqu'à ce que Fushai demande un temps mort. Le Schtroumpf humain suggère d'avoir une discussion civilisée pour partager ce qu'ils savent tous sur l'île, et Gabomaru accepte que la violence ne soit peut-être pas la solution pour une fois, alors il s'assied pour humblement demander leur aide. Tamiya répond par une tentative de trancher la tête du ninja nain, mais Gabomaru reste absolument immobile pour montrer qu'il n'y a pas de plan diabolique derrière sa reddition. Voir cela déçoit Tamiya, mais il accepte finalement de suspendre la violence. Alors Fushai commence à poser des questions sur l'expérience de Gabomaru et il leur donne tous les détails de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Ils ont tous deux du mal à croire tout ce qu'il a dit sur les Tensen, mais cela ne fait qu'accroître leur curiosité. Alors Tamiya accepte d'aider et révèle son véritable objectif de devenir une légende vivante, tandis que le Schtroumpf humain est excité de disséquer les immortels. Juste à ce moment-là, Mei se réveille enfin avec une poussée de croissance, et le cerveau commotionné de Gabomaru essaie de comprendre comment, mais elle l'appelle par son nom et il se précipite immédiatement pour lui demander tout ce qu'elle sait sur l'élixir. Après avoir réalisé que son intensité pourrait lui donner un SSPT, il se calme et la remercie de l'avoir sauvée avant de lui demander si elle est aussi l'une des Tensen. À ce moment-là, Senta vient d'arrêter le groupe pour expliquer une nouvelle théorie sur Shinsenkaio qu'il a réalisée après avoir comparé toutes les similitudes incohérentes avec des religions réelles. Usuria réalise que le nerd de grande taille vient d'entrer dans la zone et écoute, alors qu'il explique que le criminel inutile Makiya a été arrêté pour avoir fondé une religion anormale, principalement remplie de versions bâclées d'autres cultures, dans le but de renverser le shogunat. Santa poursuit en disant que la religion psychopathe de Makiya semble très similaire à ce qu'ils ont vu à Shinsenkaio, ce qui signifierait que l'île a un créateur tout aussi psychotique qui a apparemment une obsession malsaine pour les fleurs. Lorsque son mode nerd est désactivé, Usuria explique que la folie qui sévit sur l'île existe depuis plus d'un millénaire, ce qui signifie que même la folie à court terme de Gabomaru ne suffira pas à l'arrêter. Mais Sujiri affirme que le ninja nain pourrait en fait avoir ce qu'il faut pour accomplir un miracle. De retour au bord de la rivière, Mei parle à Gabomaru de Tao, une onde d'énergie circulant à travers chaque être qui donne aux Tensen leur capacité surnaturelle, car ils en ont maîtrisé l'utilisation. Gabomaru demande également les étapes pour maîtriser le Tao, mais son esprit fraîchement développé ne peut le décomposer qu'en un tas de mots, qu'ils ont tous du mal à comprendre. D'autre part, Haoko l'explique en détail au reste de la bande à mesure qu'il s'approche de Orai. Mais le grand dos de Senta commence à les ralentir, et Yuzuriha demande comment il est même devenu un bourreau,
malgré le fait qu'il soit trop faible et négligent pour porter son propre poids. Ailleurs sur l'île, Nurugai tente une attaque furtive sur Shin, mais il la bloque sans transpirer et la protège de l'épée avant de refuser de lui enseigner quoi que ce soit sur les voies d'un épéiste. Elle lui rappelle ensuite la promesse qu'il a faite de venger Tenza, mais il la rejette toujours pour éviter de perdre un autre élève. Alors elle attrape son manteau et le supplie, les larmes coulant sur son visage, car elle est aussi fatiguée d'être une combattante de bas niveau sans valeur. Le fait qu'ils se sentent tous deux comme des faibles pathétiques lui fait changer d'avis. Alors il commence par expliquer que son habileté vient d'une capacité à voir le Tao, la même force énergétique que les Tensen utilisent comme source de pouvoir. Contrairement à eux, il ne peut déterminer les forces de son adversaire qu'en surveillant attentivement le flux de leur énergie. Et à ce moment précis, un groupe de faux dieux apparaît, alors il décide de faire à Nurugai une démonstration complète de ses capacités. Pendant qu'elle suit son exemple pour abattre les géants sans cervelle, un autre groupe rend également visite à Gabumaru. Alors Tamiya place Mei sur son épaule avant qu'ils ne commencent tous à taillader. Ailleurs, à Orai, un mutant Tensen Sigma donne à Tao un avant-goût de son Glizi, tout en parlant de l'efficacité de la fosse de fleurs humaines. Ils sous-estiment tous deux le psychopathe borgne, Shobai, qui en sort avec Thomas et commence immédiatement à chercher la fumée. Thomas suggère d'abord d'élaborer un plan, afin qu'il ne finisse pas comme les bases humaines dans la fosse, mais Shobai prétend déjà avoir découvert la faiblesse des Tensen. Avant de faire le moindre mouvement, il attrape un bras au hasard pour se remplir le ventre. Mais un monstre hideux, au visage déchiqueté, apparaît soudainement, les forçant à adopter des positions défensives. Il se présente comme un Doshai, créé pour servir les Tensen, et leur demande gentiment de devenir des fleurs en retournant dans la fosse. Mais Shobai fonce pour fracasser son visage incroyablement laid. Après avoir perdu un bras, Maître Tête de Serpillière se régénère et invoque un groupe de faux dieux pour l'aider dans son combat. Alors Shobai confie à Thomas la tâche d'éliminer les expériences de laboratoire surdimensionnées pendant qu'il affronte le Dashai. Le manque de contrôle de ses émotions permet au Dashai de lire facilement son Tao, jusqu'à ce qu'il trouve une ouverture et perce un trou dans la tête de Shobai, le mettant hors de combat. Thomas tente d'aider, mais les faux dieux lui barrent le chemin, et le Dashai décide de rejeter Shobai dans la fosse pour drainer le reste de sa force vitale. C'est alors que Shobai arrache un morceau de son visage visqueux et dit à Thomas d'arrêter de pleurer comme un minable bêta sans valeur. Voyant les vignes sur son cou, le Dashai réalise qu'il a dû puiser de l'énergie dans la fosse et tente immédiatement de l'abattre. Mais Shobai remet facilement ses articulations en place et découvre l'astuce pour voir le taux, une capacité surprenante. Le Doshai est surpris par sa capacité à accepter facilement les changements de son corps, mais devenir un Wolverine à petit budget s'avère être une promenade de santé pour ce psychopathe borgne qui s'est en fait arraché son propre œil juste pour prouver qu'il était dérangé depuis sa naissance, un vrai cas. Toutes les tentatives du Dashai pour l'arrêter se soldent par un échec pathétique, alors il appelle d'autres faux dieux, mais Thomas les avait déjà tous envoyés dans l'au-delà. Quelques secondes plus tard, Shobai découvre l'astuce pour utiliser la télékinésie et la teste en déchirant un trou à travers les entrailles de la marionnette à tête de serpillière. Pendant qu'il l'interroge sur la cachette des Tensen, Thomas essaie de comprendre les vignes sur son cou jusqu'à ce qu'il y regarde de plus près et réalise que son frère pourrait être en train de se transformer lentement en un engrais immortel, une perspective des plus étranges. De retour à la rivière, Tamiya tranche des vagues de faux dieux et demande à Mei plus d'informations sur la technique du tau, mais elle ne cesse de lui répéter que cela n'a absolument rien à voir avec sa force physique. Tout en éliminant les faux dieux, Gabumaru se concentre davantage sur le pouvoir mystérieux que Mei a utilisé pour le sauver et finit par l'effrayer avec son regard étrange et insistant. Tamiya le réprimande ensuite pour être si horriblement laid et continue le combat jusqu'à ce qu'un Daichai au visage d'insecte repère Mei et le distrait avec une attaque avant de la saisir, la prenant par surprise. Après l'avoir déposée, il exprime son excitation de la revoir enfin, car elle aurait apparemment été mise de côté par la pluie il y a des siècles, une histoire bien étrange. Après avoir dit à Gabumaru et Tamiya d'arrêter de s'immiscer dans des affaires dépassant la portée de leur lent cerveau, il continue de supplier Mei, mais Gabumaru la protège de la vue de son visage à faire vomir, un spectacle des plus répugnants. Fatigué de regarder le ninja nain et son pathétique jeu de Sigma, le Dachi au visage d'insecte appelle son partenaire encore plus laid, et ils invoquent filer tous deux les insectes de l'île, qui se trouvent être leurs dégoûtants petits-enfants, une vision vraiment horrible. Tamiya les repousse immédiatement, et avertit Gabumaru des dangers du contact rapproché en montrant ce qui était autrefois sa main. Alors qu'ils se préparent tous deux à un assaut,
Phase d'insecte utilise l'attaque télékinétique pour les déséquilibrer et lance une rafale d'attaques qui redirige leurs coups de poing l'un vers l'autre, une tactique sournoise. Le Dachai a toujours du mal à comprendre pourquoi il s'obstine à vouloir aider Mei, alors Gabamaru explique son intention de la remercier de l'avoir sauvée et demande pourquoi ils ont même besoin d'elle au départ. Une question pertinente. Réalisant que le ninja nain manque aussi clairement de bon sens, ils arrêtent le combat pour leur enseigner le To et les étapes nécessaires pour maîtriser son utilisation. Une leçon essentielle. De toutes les techniques utilisées pour apprendre à contrôler le To, l'art de claquer des fesses s'avère être la plus efficace. C'est pourquoi les Tensen passent nonchalamment des jours à changer de forme pour visiter Pound Town, un concept plutôt unique. Le cours intensif fait réaliser à Gabamaru que le flux de Tao est la façon dont ils peuvent échanger leur corps, mais le rôle de Mei reste encore flou, alors Fesse d'Insecte explique qu'elle est une version inférieure des Tensen, sans la capacité d'échanger de corps, une distinction importante. Bien que Rain lui ait donné la cicatrice et l'ait renvoyée à cause de cela signifiait qu'elle pouvait aider les Daci à atteindre leur véritable potentiel en claquant des fesses. Tamiya comprend enfin pourquoi ils sont si désireux de la récupérer et demande l'aide de Gabamaru pour les détruire, une tâche ardue. Mais le ninja nain a déjà déraillé et active son ninjutsu pour les arrêter. Les deux Daci activent leur pouvoir d'insecte au maximum et se défendent contre leur attaque. Alors Gabamaru crée un mur de feu pour les occuper pendant que Fushai et Mei essaient de leur montrer comment utiliser le Tao, une situation complexe. La théorie du scientifique nain sur l'affaiblissement de son esprit le déroute, mais Mei utilise ses pouvoirs pour lui montrer comment alterner l'état de son esprit et la clé pour maîtriser le To, une révélation cruciale. Tout prend enfin sens pour la machine de mort de petite taille, alors il traverse directement ses propres flammes et utilise sa nouvelle capacité pour observer attentivement le flux de Tao utilisé par les Doshi, une observation minutieuse. À ce moment précis, il prédit un dernier coup de poing et brise le poing rempli d'insectes du Doshi avant de les faire tomber tous les deux et d'exiger une reddition. Ils admettent tous deux leur défaite et promettent de tout leur dire, tout en préparant secrètement une autre attaque. Mais Tamiya voit clair dans la façade et se précipite immédiatement pour les arrêter, avec détermination. Au moment où Face d'Insecte invoque un tsunami de chenilles, Gabamoto utilise son ninjutsu pour illuminer son partenaire, tandis que Tamiya tranche le PDF cultivé, le coupant net en deux, avec une précision redoutable. Pendant ce temps, Sugiri et sa bande arrivent enfin à Orai, mais la tête de Hako s'en va soudainement en promenade, alors que Mutin les accueille pour le dernier voyage de leur vie pathétique, un accueil des plus sinistres. Alors que Sugiri passe immédiatement en mode combat, Usuria est sur le point de se faire dessus et prend la fuite, mais Mutant la capture en un instant, et promet de rendre ses derniers instants moins douloureux que ceux des autres, une promesse glaçante. Senta se précipite alors vers Aoko, qui a réussi à survivre, et demande à Mutant si son âme sera accueillie à Orai. Dans un cruel coup du sort, Mutant révèle que toute l'histoire de l'acceptation de leurs âmes n'était qu'un mensonge pour maintenir le peuple de Hoko et les autres créatures expérimentales sous contrôle, une vérité amère. Il invoque ensuite un groupe de mannequins autrefois humains et explique les changements spéciaux qu'il a apportés à leur corps, et Santa en profite pour demander s'ils transforment aussi les humains en élixir d'immortalité, ce qui fait éclater de rire Mutant, une réaction inattendue. Alors il leur dit qu'il n'y a jamais eu d'élixir d'immortalité, car le Tan n'est que ce que les Tensons utilisaient pour reconstituer leur force vitale. Avant qu'ils ne puissent finir de les traiter de bandes d'idiots sans espoir, Usuria échappe à ses jouets et utilise ses shurikens pour lui couper la tête avec une rapidité fulgurante. Elle dit ensuite à Sugiri de s'enfuir, mais l'aspirante bourreau reste figée sous le choc, alors Usuria la gifle pour la sortir de sa torpeur afin qu'elle puisse toute s'en sortir indemne, une intervention nécessaire. Malheureusement, Mutin se régénère plus vite que prévu et transforme ses jouets humains en bombes d'égout, mais Usuria parvient à s'échapper et révèle sa capacité cachée à voir aussi le Tao. Cela impressionne Mutant, alors il lui propose de l'entraîner, une offre inattendue, mais Senta l'interrompt pour le défier, en échange de sa liberté. Après avoir dit au Nikokado Avocado du magasin à $1 de fermer sa grosse bouche, il donne à Usuria sa première leçon en projetant Sejiri à plusieurs centaines de pieds de distance avec une force incroyable. Il essaie ensuite d'expliquer la technique, mais Senta lui fait expérimenter pour la première fois ce que c'est d'être handicapé et donne à Usuria une ouverture pour s'échapper, une opportunité inespérée. La ninja habituellement sans colonne vertébrale décide plutôt de tester sa compétence de slime en l'enveloppant dans des brins de son venin le plus puissant, mais même cela est incapable d'arrêter la régénération de Mutant. Alors Senta lui coupe la tête pour rappeler à Usuria son plan initial de s'enfuir, une stratégie audacieuse. À la surprise générale, Mutant se rétablit complètement à temps pour les affronter tous les deux à la fois, et ils perdent tous deux face à son endurance insensée. Sujiri rejoint alors le combat
Mais Mutante analyse son taux et lui demande pourquoi elle s'est même donné la peine de venir sur l'île avec une force vitale aussi pathétique. Une question provocatrice. Après l'avoir ignorée, elle charge avec une attaque imprévisible qui loge son épée dans son abdomen, et Oko s'attend à ce que son plan de couper la source d'énergie de Mutant réussisse, une manœuvre audacieuse et pleine d'espoir. Mais il se régénère toujours et dit qu'une telle attaque est gaspillée sur quelqu'un d'aussi inutile que Sugiri. C'est alors qu'elle utilise une technique de respiration spéciale pour amplifier son temps et tranche l'œil de Mutant avant qu'il ne puisse s'échapper, un coup décisif. Avec son nouveau niveau d'énergie laissant le Tensen autrefois intouchable avec une coupure qu'il ne peut pas guérir, Usuriya devient optimiste. Et Santa aussi remonte son pantalon de grand garçon pour une attaque à triple menace, une stratégie audacieuse. Une fois que Mutant charge pour une autre tentative de les achever tous, ils combinent leurs attaques pour lentement enlever des parties de son corps, jusqu'à ce qu'ils finissent pire qu'un légume d'hôpital, l'épée de Sejiri à quelques secondes d'éteindre définitivement ses lumières, un sort terrible. Comme une horloge, il s'échappe à nouveau et change de forme en plein air avant de préparer une vague de décharge télékinétique pour faire éclater leur tête. Sugiri commence à perdre force et espoir, mais Yusuriha l'assure d'une bonne chance de victoire et active son jutsu de slime pour s'accrocher à la jambe de Mutan avec une détermination farouche. Elle répond en concentrant toutes ses attaques sur Usuriya, mais celle-ci survit et contre-attaque en projetant Mutant contre l'un des sanctuaires juste avant que Senta ne le transperce de son épée pour le maintenir en place, un travail d'équipe efficace. Sugiri charge ensuite pour une dernière entaille qui fait éclater l'immortel odieux comme une piñata d'anniversaire avant qu'il ne le laisse se vider de son sang sur le sol, une fin brutale et sanglante. Sugiri refuse d'abord de croire qu'il était si facile de vaincre un Tensen, mais Santa la convainc, alors il décide de faire une pause juste à côté de l'arme du crime millénaire, comme des adultes sensés, une décision plutôt étrange. Après avoir remarqué la façon étrange dont Senta observe Usuriya, Sugiri lui demande s'il a des sentiments et le prend au dépourvu. Mais il lui raconte ensuite son rêve d'enfant, de devenir artiste, une révélation inattendue. Comme tout homme né dans une famille de coupeurs de coups sans émotion, il s'est finalement convaincu que ses rêves n'étaient pas valables jusqu'à ce qu'il rencontre Usuriya et soit enivré par son attitude insouciante et son absence de peur, une rencontre qui a tout changé. Entendre cela rappelle à Sugiri Gabomaru, qui est toujours près de la rivière avec les autres et prend son temps pour interroger Mei sur ses pouvoirs. Le voir si doux fait réaliser à Fuchai que le rapport initial de Sugiri sur sa brutalité directe est faux, et cela le fait se demander si la machine de mort naine peut réellement atteindre son objectif, une question profonde. Mais il commence soudainement à perdre du sang et s'évanouit. De retour à Orai, Usuriya voit que Mutant est devenu un tas de fleurs et manque de se faire empaler par l'une d'elles, une situation des plus périlleuses. Mais Santa intervient pour prendre le coup et se retrouve dans un état de rêve teinté de cocaïne, alors que le poison le transforme en un gros vase à fleurs. Mutant passe ensuite à sa forme de démon, à deux visages, et essaie d'empoisonner les filles, mais ses vignes sont déchiquetées en un instant par chaîne, avec une efficacité redoutable. Après avoir donné des instructions à Nurugai pour aider Senta, il les fait tous partir avant d'utiliser les nouvelles techniques sur lesquelles il travaillait pour trancher les attaques de Mutant, avec facilité. Une fois à distance de sécurité, Nirugai coupe les fleurs, poussant sur les bourrelets du visage de Senta, et Yusuriha prend le relais pour aider à arrêter son saignement, un travail d'équipe essentiel. Le bruit des os de Shin qui se brisent les met de nouveau en alerte maximale, mais Nirugai a confiance dans les capacités de son maître aveugle, une confiance inébranlable. Après avoir traversé une autre série d'attaques, Shin parvient à envoyer le mutant de la taille de Godzilla à quelques pâtés de maison et prend un moment pour reprendre son souffle. Mais Mutant se relève et active le poison floral qu'il a secrètement injecté dans les coupures d'Hatshin, une ruse perfide. Il les coupe immédiatement tous, ajoutant un tas de nouvelles blessures qui accélèrent sa perte de sang. Il se prépare pour le deuxième round, mais Sugiri prédit facilement que le fou délirant ne tiendra pas une minute de plus seul et suggère de faire équipe pour l'aider, une proposition judicieuse. Uzuya rejette immédiatement l'idée et attribue son comportement sans colonne vertébrale à un manque d'énergie. Alors Nurugai essaie d'en partager un peu avec un câlin, mais cela n'a aucun effet, une tentative vaine. Elle essaie ensuite avec Sugiri, et cela augmente réellement son Tao. Alors Nergai explique comment elle l'a fait une fois à son grand-père, et l'a également testé sur Shin, une technique surprenante et efficace. Leur niveau d'énergie augmenté, ils retournent tous deux aider le maître d'épée handicapé, qui avertit immédiatement du poison floral, et entend comment Usuriya a utilisé son slime pour leur donner à tous deux une couche protectrice, une défense ingénieuse. Sejiri élabore ensuite un plan pour attirer la majeure partie de la puissance de feu de Mutant afin que Shin puisse couper ses deux sources d'énergie avec sa vitesse amplifiée, une stratégie bien pensée. Une fois que Mutant reprend ses attaques, Nergai montre son agilité insensée et Sejiri tranche facilement ses vignes empoisonnées, le faisant éprouver un moment de fierté en tant que maître,
une satisfaction méritée. Il se place ensuite derrière Mutin et utilise la force qui lui reste pour lui couper les 2 jambes, ce qui ralentit sa régénération. Dans un dernier effort pour les arrêter, Mutin illumine tout ce qui est en vue, mais Shin charge à travers, la douleur de perdre Tenza lui donnant toute la motivation dont il a besoin, une détermination farouche. La colère fait atteindre à son taux des niveaux dangereusement élevés, et Mutant essaie de le repousser. Mais Tsumji plante son bras dans le sol pour donner à Shin suffisamment de temps pour l'entaille finale, un geste crucial. Une fois assez proche, Shin concentre le reste de son Tao dans l'épée. Mais juste au moment où il s'apprête à trancher, il réalise que le noyau de Mutin n'est pas dans son abdomen. Une découverte surprenante. À quelques secondes près, il lutte pour trouver où il se trouve, mais Senta apparaît, avec l'aide d'Usuria, et lui dit de frapper l'ovule. Shen porte immédiatement le coup, et par chance, le réussit parfaitement. Un soulagement immense. Alors Mutin le remercie d'avoir mis fin à son ennui millénaire avant de retourner à Mère Nature. Le groupe tourne ensuite son attention vers Senta, qui a l'air pire qu'une dinde de Thanksgiving sur le point d'être abattue, une vision des plus tristes. Sugiri essaie frénétiquement de trouver une solution pour l'aider, mais Usuria lui dit d'accepter qu'il ne reviendra pas et s'approche pour lui donner de l'espoir dans ses derniers instants, afin de rendre sa transition vers l'au-delà paisible un geste de compassion. Elle pose sa tête contre ses melons, juste au cas où il n'aurait jamais eu l'occasion d'en sentir un au cours de sa vie. Après l'avoir mis au repos, Shin essaie de créer un plan qui suit le cours de son travail d'exécuteur, une tâche difficile. Mais Sajiri lui dit d'oublier les partis pris, car ils ont clairement besoin de toute l'aide possible pour avoir une chance de s'en sortir indemne. Plus tard, Gabumaru se réveille dans une grotte et se met immédiatement sur la défensive, alors Tamiya explique qu'ils l'ont transporté là parce qu'il s'était évanoui près de la rivière, une situation délicate. Mais il semble encore un peu perdu. Quelques instants plus tard, Sugiri et les autres trouvent un temple couvert de brouillard et s'y engouffrent, pour se rafraîchir avec les provisions qu'ils peuvent retrouver, une halte bienvenue. Shin profite ensuite de l'occasion pour discuter de ce qu'ils savent déjà sur le Tao, et Usuria leur rappelle les affirmations de Mutant, selon lesquelles il n'y a pas d'élixir, une information cruciale. Sugiri refuse de le croire parce que Gabumaru lui a parlé de son chef de village immortel. Mais Usuria lui raconte alors un rituel utilisé par les tribus ninja pour instiller la peur chez les nouvelles recrues, en leur montrant un exploit magique insensé à un jeune âge, une pratique ancestrale. Elle parle aussi de la bizarrerie qu'un ninja de haut rang, qui a à peine servi son but au clan, est déjà une femme qui se trouve être aussi la fille du chef, une situation des plus inhabituelles. Pendant qu'Usuria plonge plus profondément dans les techniques hypnotiques utilisées par les villages ninja pour maintenir en ligne les machines de mort de haut niveau comme Gabamaru, le ninja nain réalise qu'il a de l'amnésie et fait semblant de rien, puisqu'il n'a aucune idée de qui sont les autres, une situation délicate. Plus tard cette nuit-là, Shin trouve Sugiri sur le porche et essaie de la taquiner. Mais le traumatisme récent qu'elle a subi fait que ses blagues de papa sonnent comme du poison pour les oreilles, alors il passe à une conversation plus sérieuse sur Gabamaru, un sujet important. Sugiri exprime son inquiétude pour le faucheur de petite taille et devient triste en considérant le fait que la seule chose qui le motive pourrait n'être qu'un énorme mensonge créé pour le contrôler. Une pensée des plus sombres. Ceci nous amène à la fin de la quête de Gabumaru pour l'élixir d'immortalité. Merci d'être resté jusqu'à la fin, vous êtes une légende absolue. Aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'écran pour regarder d'autres de nos vidéos passionnantes, il y en a beaucoup à découvrir. Jusqu'à la prochaine fois, restez géniaux, restez Annie Geek, et à bientôt.